Les deux, Paris, il y a quelques jours. D'accord, on arrive devant la bouche, quoi. Le fournisseur nous a donné rendez-vous en plein centre de la capitale. Je viens de la part de Séverine. Un premier contact, et il nous entraîne dans une ruelle, à l'écart. C'est bon ? Quelques billets discrètement glissés. Ouais. Merci. Et dans la poignée de main, ciao. 1 gramme de cocaïne. Combien ? 80. 80 €, c'est 10 de moins que l'an dernier. Dans les années 90, il fallait payer le double pour la même quantité. 2 heures plus tard, nous renouvelons l'expérience à 2 pas de la plus belle avenue du monde. Merci. Salut. Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Merci, au revoir. Ciao. À combien ? 70 €. 70 € le gramme. C'est encore moins cher. Partout, nous trouvons ces doses de cocaïne sans aucune difficulté et à prix cassé. Le lendemain, à l'Office de lutte contre le narcotrafic en banlieue parisienne, nous faisons analyser la drogue achetée près des Champs-Élysées. La dose que vous avez achetée, elle est assez similaire à celle-là, après analyse, avec une teneur en cocaïne active qui est finalement relativement faible par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché européen. Ça provient de stocks qui arrivent par lot sur l'Europe. On sait que celui-ci vient du nord de la Colombie, par exemple. Les trafiquants, ils veulent pas dominer la planète, ils veulent pas conquérir le monde, ils ont des concurrents commerciaux, ils ont des débouchés commerciaux, des marchés qu'il faut prospecter, et des empêcheurs de tourner en rond, modestes, nous. Cela fait plusieurs années que les policiers anti-stup l'annoncent. Les producteurs de cocaïne inondent l'Europe de drogue bon marché. 300 tonnes de cocaïne sont entrées en Europe en 2006, 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Des beaux quartiers de la capitale aux cités de banlieue, de Roissy aux Antilles, nous allons remonter les filières de la cocaïne. 6 mois de plongée étourdissante, avec les spécialistes de la lutte contre le narcotrafic, au cœur d'une bataille peu équitable, tant l'adversaire est puissant, mobile, insaisissable. Aéroport de Roissy, 8 h du matin. Premières arrivées d'Afrique et d'Amérique latine. En provenance du Nigeria, le Lagos Paris fait partie des vols que les douaniers jugent sensibles. Un contrôle à la volée se met en place à la descente des passagers. La plupart s'y prêtent sans sourciller. L'un d'eux semble plus nerveux. Nous devons vérifier vos bagages. Vous avez le temps, vous avez le temps. Vous avez le temps, pas de problème. Il affirme qu'il n'a pas de bagages, mais les douaniers retrouvent vite sa valise. Dans le rideau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça ressemble beaucoup à des ovules. Des ovules, c'est-à-dire des capsules de drogue, compactées. Okay. 1,5 kg de cocaïne cachée dans la doublure des vêtements. Le jeune Nigérian risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. À Roissy, les contrôles sont quotidiens, qu'ils soient inopinés, comme celui du Lagos Paris, ou planifiés, comme celui qui se prépare dans le sous-sol de l'aérogare. Bon, essayez d'être vigilant là-dessus, voir comment il est habillé. Tu prends une description, tu prends des notes en même temps, hein, d'accord? Bruno Bravode, chef de groupe à l'Office de lutte contre le trafic de stupéfiants, doit mettre la main sur une valise qu'il suit depuis Dakar. À mon sens, si tu veux, ça ne sera pas une grosse valise, ça va être un sac plutôt en longueur. Et il faudra en sortir encore quelques-uns. Il faudra en sortir quelques-uns encore. Si ces calculs sont exacts, elle contient 6 kg de cocaïne pure. Ah si, allez, viens, on y va, vite. Il faut faire vite. Le passager attend sa valise. Il ne faut pas éveiller ses soupçons. Le scanner n'a rien détecté et les policiers n'ont pas le droit d'ouvrir le sac. Seul moyen autorisé, palper et renifler. Bon, c'est positif. Ah, ça pue.
Ah ouais, c'est bon, c'est positif. Putain, le chien devient fou là quand il sent ce bagage. Il devient fou. C'est un moment intense parce que là, ce sont les derniers moments de liberté de nos objectifs finalement. Hein. L'objectif dont parle le policier, c'est une jeune Française qui récupère sa valise sur le tapis roulant. Écoute, elle a un sac en bandoulière, un imperméable noir. Bruno Bravode la suit depuis des semaines. Un sac à roulettes noir, ok. Il l'a laissée partir pour Dakar, où, pense-t-il, elle a chargé la marchandise. En la suivant, il espère faire tomber le réseau de revente en France. Un taxi donc, qui vient de démarrer, on se trouve au niveau du terminal 2B. Moi, je pense qu'il faut essayer de tenir, voir un petit peu le contact qui va se faire. Pour l'instant, si tu veux, il n'y a pas péril dans la demeure. On a la fille, on a la valise. De toute façon, on reste sur la cam et on lâchera pas la cam. Hein. Bon, voilà, c'est ça. Hein. Donc ça a tourné à droite et ça a l'air de clignoter. Ça va descendre. Dès sa descente du taxi, la jeune femme est arrêtée. C'est bon ? Oh putain, le dépotoir. C'est pas là-bas, c'est pas ici que vous habitez. Qui est-ce qui vous a demandé de venir ici ? Moi j'habite ici, regardez dans le Burak. Non, attends, vous habitez pas dans ce merdier-là ? Bon, alors, on va parler très vite, hein, et très bien. Avec qui vous êtes en relation ? Avec qui vous êtes en relation ? Avec qui vous êtes en relation ? Je suis en relation avec personne, moi c'est la première fois. Avec qui vous êtes en relation ? Avec personne, il y a mes papiers. Bon, ok. Ouais. Venez voir, madame. Regardez, c'est quoi ça ? Bah c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est, madame. Non, c'est quoi ? Bah je sais pas, monsieur, je sais pas ce Bon, que c'est. donc, garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Bruno Bravode tente de la convaincre de collaborer, Voilà. mais elle nie tout. Première chose, tu es très mal. Tu travailles avec des mecs, d'accord ? On est... Non, t'inquiète pas. Je veux dire, ton nom, on le connaît. Si on était sur toi, c'est pas par hasard. Ce matin, on t'attendait, d'accord ? T'étais ciblé depuis ton retour de Dakar. Ça, c'est bon. Les 6 kilos de drogue pure sont dans le double fond du sac. Chiffre d'affaires à la revente, une fois la marchandise coupée, 1 700 000 €. C'est le dernier, ça ? Oui. Pendant ce temps, à une centaine de mètres de là, une autre équipe a arrêté les 2 contacts présumés de la jeune femme. Celui à qui elle devait remettre la marchandise et l'organisateur du réseau de passage. Tous les 3 seront interrogés à l'Octrice, l'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants. 130 policiers qui supervisent les grosses affaires de stupes. Quand un réseau apparaît ou que des quantités importantes sont saisies, c'est pour eux. Je reviens. Les conséquences, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour ta famille, pour ta sœur chez qui on va aller, pour tout le monde. Il n'y a pas que toi dans l'histoire. Dans l'affaire de ce matin, les suspects en garde à vue ne lâchent toujours rien. On t'a vu les semaines passées, on t'a vu aller en Hollande, on a vu tout un tas de choses. C'est des belles photos. Avec des belles photos et tout, donc si tu veux, c'est ça y est. Au final, 9 personnes seront écrouées pour association de malfaiteurs, importation et trafic de stupéfiants. En 2006, les douaniers et les policiers ont saisi plus d'1 tonne de cocaïne dans les aéroports. L'offre et la demande explosent. Depuis qu'il a pris ses fonctions il y a 5 ans, François Thierry a vu la consommation se répandre dans toutes les couches sociales. La prise s'est banalisée, et même pour les gens qui n'en prennent pas, le fait d'en avoir à côté de soi, c'est banalisé considérablement. Tout le monde a maintenant des amis qui, à l'occasion, en prennent ou n'en prennent pas, enfin, sont en contact avec le produit. Tout le monde a été dans des soirées et on a vu circuler. Tout le monde, voilà, c'est plus du tout un produit rare et ça choque plus d'être confronté aux produits en direct, quoi. Chaque jour, les enquêteurs découvrent de nouvelles techniques pour cacher la drogue. Aujourd'hui, c'est un Français de 53 ans qui a été arrêté à Roissy avec 2,6 kg de cocaïne scotché le long des jambes. J'ai les chaussettes. Ça, c'est avec les jambières sur les jambes. Devant l'enquêteur, il avoue et donne même son salaire. 5 000 €, il filait. 8 000. Au moins, tu t'es pas fait niquer, là. 8 000 €, c'est normal. Ouais, mais bon, tu te fais prendre. T'as quel âge ? 53. Bientôt 53. Putain, mais t'as pensé à ta famille, t'as pensé, non ? En plus, un Gaulois, un Français qui se fait gauler, en France, avec ça, tu prends 2 fois plus qu'un Bolivien, un pauvre péone, qui gagne $30 par mois, à qui on promet 5 000 $, il sera moins puni que toi.
CD. Tous aux toilettes. Avant de faire une audition d'un type, il faut lui parler pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'est parce qu'il ne sait pas où il est. Lui, il pense qu'il est dans un commissariat comme la banlieue de Sao Paulo ou d'ailleurs. Non, il faut lui expliquer que là, c'est l'Office central des stupes. Et une fois que le type a compris ça, en règle générale, à 70% des cas, les gens nous disent tout ce qu'ils savent. Moi, ça fait jamais plaisir à un policier de mettre en prison des gens comme toi, quoi. On voit bien que t'es pas un voyou, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de te sortir de l'affaire? La seule solution, pour nous, c'est l'identification du réseau. Si réseau l'IA. Qui c'est qui t'interroge? J'ai dit à peu près ce que je savais, donc... Mais à peu près, ça veut dire quoi, à peu près? Ça veut pas dire tout, alors. À peu près, genre à peu près, ça doit être... oui. Non, mais attends. J'en sais pas plus, j'en sais pas plus. Est-ce que tu penses qu'à partir de ce que tu vas nous dire, on est capable d'identifier en amont et en aval? Là, t'es allé où, là, avec ça? Peut-être. De Kilo 6, t'es allé où, là? Peut-être. J'allais à Zurich, normalement. À Zurich. Alors, il lâche une piste pour échapper à la peine maximale. On peut les appeler maintenant, hein. Si on peut confirmer ce qu'il nous dit, on va pas envoyer au ballon pendant 8 ans, quand même. La cocaïne qui était dans votre valise, saviez-vous qu'elle y était? Et si oui, saviez-vous où elle était exactement dans la valise? Dans le bureau voisin, un Brésilien qui a voyagé avec 4 kilos de cocaïne. Alors, il dit qu'il savait qu'il y avait de la cocaïne dans sa valise. Il ne savait pas sur quelle forme elle était mise dans sa valise. Derrière lui, là. Ah, les sacoches et les chaussures. Et estas malas aqui. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans sa valise à lui, en fait. Oui, parce que la chaussure est intéressante. C'est la première fois que je vois la chaussure. Faut savoir. François Thierry va contacter son correspondant au Brésil, tenter de remonter la filière. C'est la spécificité de l'octrice, une lutte internationale contre un fléau mondialisé. Le produit lui-même voyage énormément, l'argent voyage énormément, les gens qui travaillent ensemble sont eux aussi obligés de voyager, puis c'est un métier de contact. On ne peut pas faire du trafic de stupes tout seul dans sa cabane au fond de sa forêt, c'est pas possible. C'est un métier de commerçant international. Donc nous, il faut qu'on le soit aussi, parce que si on fait ça qu'à un niveau restreint, on ne pourra atteindre et identifier que le niveau restreint. 5h30 du matin, une opération de police internationale commence. Hossein Gaïf en supervise la partie française. 3 intermédiaires présumés doivent être arrêtés près de Paris. Petit matin. C'est l'heure. L'un d'eux a déjà été condamné pour des vols à main armée. Il a été contrôlé cette nuit vers 2h du matin dans la cité par les collègues. Hein. Ouais, c'est bien pris aussi, c'est bien pris. Donc il devrait être chez lui. Hein. Il faut qu'on passe devant nous. Allez. Quel étage? Réveil matinal. Ok, vous y allez. Si ça n'ouvre pas, Raideur monte. Passe pas. Allez, bélier. Démonte. Restez pas derrière. Dégagez, police, dégagez. Ça monte, go. Montrez-moi vos mains. Police, montrez-moi vos mains. Il y a une pièce là, ici. Ça rentre pour vous aussi, c'est bon. Wesh. Alors d'entrer dans les lieux, 6h05. C'est bon là? Ouais, c'est bien pris, Xav. Tu lui dis qu'on attend en bas pour aller au deuxième point. C'est reçu? Ouais, c'est bien pris, Xav. Merci. Police, reculez-vous de la porte! Reculez-vous de la porte! Ok, police à terre! Annoncez-vous! Viens ici. Donc c'est 4 jours en matière de stupes, d'accord? Ton avocat à l'issue de la 72e heure, donc 3e jour.
bon, je te rassure, c'est que du bonus pour nous, ça. Hein. On n'a pas besoin de ça pour te mettre au ballon. Hein. J'espère que pour nous, ce serait dommage. Vous êtes sur l'objectif, correct? Oui, affirmatif. Un interpellé et c'est le bon. Reçu? Reçu, merci. Au même moment, à Malaga, en Espagne, une opération similaire a eu lieu. Les policiers espèrent avoir fait tomber tout un réseau chargé de réceptionner la drogue en Espagne et de l'acheminer en France. Ici. Je venais vous voir, patron, pour toucher un peu De quoi? des dividendes. Vous voulez toucher quoi? Vous voulez toucher la grâce? Vas-y. Bon, ils ont pété en Espagne. Et ils ont trouvé un peu de produits et tout. Chez... Et ils ont continué l'investigation, ils ont pratiquement tout le monde là-bas. Ils en sont à 4 gardes à vue ou 5. D'accord. Il nous fait un point tout à l'heure, le patron? À midi. Tu es majeur, hein? 2 minutes, là. C'est qui lui aussi? Hossein Gaïf va maintenant devoir prouver la connexion entre les cellules françaises et espagnoles. Faut que tu nous parles de lui. Hein. Il a en main les téléphones portables saisis ce matin. Il doit vérifier que leurs numéros correspondent à ceux que les policiers ont écoutés. Gilles, putain, on t'a expliqué, tu collabores pas, c'est pas bon, quoi. Les prévenus ne sont pas de grands bandits, leurs numéros ne sont pas masqués et vite identifiés par les techniciens de l'octrice. C'est bon. Ah, ton numéro, mon petit gars. C'est celui-là? Ah oui, c'est un 066. Les suspects étaient tous sur écoute. Le Parisien lui dit alors commencez sur Paris, l'autre il dit c'est mort, il n'y a rien. Mais voilà, et l'autre il dit bon. Ouais, mais attends. Erreur d'apprenti trafiquant. L'un d'eux avait même noté les numéros de 2 contacts sur un papier. Il dit s'il y a le moins de problème, tu m'appelles sur mon portable Espagnol, ouais. Et il lui donne les coordonnées. Et après une note. Et il lâche chez l'autre. Et ça, c'est le top du top. C'est bingo pour toi. Ah ouais, bingo. Là, le mec, il est mort, carrément mort. Ils se parlent en clair comme ça. Ah oui, parce que l'autre, il appelle de cabine. Après, il se jeune de cabine à cabine. Mais nous, il était branché, lui. Donc c'était parfait pour nous. Il était branché. C'est un travail de fourmi qui a nécessité, je sais pas, 6 mois, 3-4 mois d'enquête. Et puis quand tu arrives maintenant, ben, tout se met en place. C'est le puzzle qui se met en place. On commence à comprendre qui fait quoi, l'articulation, quoi. Le lendemain, à l'aube, François Thierry démarre une nouvelle enquête. C'est très difficile de commencer une enquête, a priori, sur un groupe. Parce que c'est multiforme, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, parce qu'on ne sait pas trop où ils sont, ce qu'ils font, qui c'est, etc. Donc on commence en général par tirer un fil pour dévider toute la plotte. Ce fil, c'est quelqu'un. Il y a un moment, il faut que ce soit une personne en particulier. Évidemment, dans un premier temps, on focalise tout sur lui, ça c'est évident. Il a rendez-vous avec un indicateur. Donc là, on vient de demander à quelqu'un avec qui on travaille régulièrement d'être un peu nos yeux et nos oreilles dans les endroits où on ne peut pas aller, quoi. Il est assurément moins identifiable que l'un de nous, puisqu'il n'est pas l'un de nous. Il porte plein de noms qui sont liés à l'histoire ou qui sont liés à la culture de chaque service. Les indiques, les tontons, il y a toutes sortes d'appellations. Le contact est là, à l'heure au rendez-vous. T'essaies de mémoriser les visages, juste les visages. T'occupes pas des vêtements, t'occupes pas de tout ça. Juste tu rentres dans le bar, tu t'assois, tu consommes ce que tu veux. Si on te pose trop de questions, tu sors. Ok. Ok? Parfait. Tiens, regarde la planche photo, tu dis rien, tu regardes les tronches et t'y penses quoi, ok? C'est bon? Ouais, c'est bon. Il est 22h31, on te reprend là à 45. Ok? Ok, dans un quart d'heure. Ok. Un quart d'heure, on te reprend quoi? Ok, oui, cool. À tout à l'heure. Comment vous en êtes arrivé à ce disque-là? À un moment donné, vous avez fait d'autres choses avant, je suppose, et puis à un moment donné, vous avez dit, bon, ben, on se prend... C'est un lieu qui est très petit, donc dans lequel il est extrêmement difficile pour nous d'implanter quelqu'un en surveillance, a fortiori un dispositif de surveillance. Donc on peut mettre vraiment qu'une personne ou 2 au grand maximum. On ne peut pas mettre des têtes complètement inconnues du quartier parce que ça paraîtrait vraiment trop bizarre. Or on sait par ailleurs qu'il se passe à cet endroit des rendez-vous qui nous intéressent énormément. Salut.
Déjà, tu vas te baisser là, parce qu'à cause des sens interdits, on est obligé de passer devant. Ouais, tu peux te relever maintenant. Vas-y, raconte. Le gros, ouais. Il était juste à côté de moi, en train de changer les puces de télé, des portables. Ouais. Tout ça. Il changeait les puces du portable? Ouais. Personne t'a posé de questions? Non. Donc il est là ce soir. Le gars que t'as vu qui nous a aidés, là, on va pas le renvoyer au tampon 40 fois. Donc là maintenant, c'est à nous de se servir de ce qu'il nous a dit. Il nous a confirmé qu'il fréquente cet endroit. Manifestement, il vient s'y détendre. Il connaît des gens, machin. Il tripote ses puces téléphoniques sur place. Donc ça veut dire qu'il se sent à l'aise. Donc c'est à nous maintenant de faire fructifier ça et de monter maintenant des vraies surveillances autour et de le suivre quand il en sort, etc. quoi. Là, c'est la première phase qui est faite. Voilà. Notre pote à nous, il a compté. Au siège de l'octrice, le suspect est placé sur écoute. Bien sûr qu'il a compté, parce que mon pote, il voulait lui donner comme ça. Ils prennent le plus de précautions possible à l'occasion des contacts. Ils ont tout un tas de techniques et de ruses pour essayer de faire en sorte qu'on ne sache pas d'où ça vient. C'est notre ingéniosité à nous d'essayer de les démonter petit à petit, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, de décoder ce qu'ils disent, de décoder les pratiques qu'ils ont de communiquer. C'est souvent un des trucs les plus longs à faire. Et puis, une fois qu'on a compris, d'en avoir suffisamment pour intervenir au bon moment. Mais bien sûr qu'ils savent que c'est par là que le mal arrive. Il est plombé. Les deux hommes sont vigilants, ils se savent surveiller. Tu vois, tu comprends, Poto, quand on dit il est plombé, ça veut dire que voilà, il est plombé. Maintenant, si tu veux que moi je saute avec toi, dis-le-moi, Poto. Non, mais ça sert à rien de jouer les agents secrets et de se protéger, voilà, comme des guignols, quoi. Maintenant, voilà. Quand on va chercher les gens, on les connaît par cœur déjà. On connaît leur vie, on connaît leur maîtresse, leurs femmes, leurs enfants, on connaît leur stock, on espère. Ça veut pas dire qu'on découvre pas des choses, je veux pas dire ça, mais on les connaît déjà bien, ça fait 10 mois qu'on les suit. Quelques jours plus tard, à Bordeaux, Hossein Gaïf prépare l'interpellation de 3 suspects d'une même famille dans une affaire de trafic international. On vous laisse rentrer en premier de faire la perquisition. Comme toujours, l'opération démarre à l'aube. Il est 6 h du matin. Ça, c'est le produit. Recule. Donne ta main. Participation à l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans et participation intéressée à une contrebande de marchandises prohibées. Allez, on va faire la perquisition. Avec vous, toujours à côté de moi. Ouais. Ok. Dans la table de nuit, des dizaines de billets d'avion pour le Maroc et l'Espagne, les pays de transit de la marchandise. Et là, c'est Casa, au mois de décembre. Il y a le nom. Oui, c'est à toi. C'est à moi? Oui. C'est pas longtemps avant. Écoute, on va emmener ça, on va examiner ça de près quand même. Hein? Iberia aussi, Barcelone. Comme si on pouvait les interpeller dehors, ça serait 10 fois mieux. Là, on a un appartement fermé, des gamins. Le fait de le faire en plein jour. Je vais faire le tri très vite, en 2 secondes, il faut trier. Les policiers enchaînent les arrestations dans la cité. Tous les suspects sont interpellés. C'est bon, Mohamed, c'est terminé, tout va bien. Vous faites le tour des placards et tout. Moi, c'est avec les lampes et tout, regardez partout. Quand est-ce que tu laisses? Bon, tout est bon, on a pratiquement tous les objectifs. On va voir maintenant sur le dernier là. On a fini. On va s'occuper de rapatrier les gens sur Paris. Sous l'œil des caméras, les prévenus sont transférés à l'octrice. L'affaire fait grand bruit. Les quantités sont énormes. Le circuit de distribution s'étend sur toute l'Europe. Monsieur, allez. Et vous parlez pas, hein? Non, la résine de cannabis, elle est petit à petit, à grands pas, elle est remplacée par la coke.
Et ça, c'est flagrant. Tous ces gens, vous voyez, qui transportaient de la résine, qui vivaient de la résine, qui faisaient vivre des villages au Maroc, qui faisaient vivre certaines cités en économie souterraine, petit à petit, ces gens-là, ils se sont dit, mais attendez, on a des plans comme les narcotrafiquants en Amérique du Sud, eh ben on va mettre les mêmes réseaux de la résine, on va la mettre sur la coque. La coque est beaucoup plus rentable. On s'aperçoit que à travers l'Europe, à travers toute l'Europe, il y a des gens qui s'organisent. Ils ont fait les accords de Schengen avant nous. Hein. C'est ça qui est... L'argent circule bien, parce qu'on parle surtout de la marchandise, mais il y a aussi le retour en argent. Hein. Que vous payez les gens à Rome, ou à Barcelone, ou à Paris, c'est de l'euro. Hein. Il n'y a plus à changer le pognon. Hein. Avant de sillonner librement l'Europe, les gros volumes de drogue y entrent le plus souvent par la mer. Pour les courtes distances, les trafiquants utilisent des hors-bords surpuissants, les Go Fast. On a 5 moteurs Yamaha 200 chevaux. Ça fait 1000 chevaux. Ce qu'on pense pour l'instant, c'est que les bateaux chargent au Maroc, déchargent en Espagne et remontent ponctuellement à vide en France. En France, ça a l'air d'être plus le lieu de stockage et d'attente ou de repos des bateaux qu'un lieu de travail. Les Go Fast relient l'Amérique latine aux Antilles ou l'Afrique du Nord à l'Espagne. Ils peuvent transporter jusqu'à 1 tonne de cocaïne. C'est l'un de ces bateaux qu'un hélicoptère de la Marine nationale prend en chasse sur ces images. Il file à plus de 100 km/h. Pour l'arrêter, des tireurs d'élite détruisent les moteurs. Les trafiquants seront récupérés par un navire de la marine. Pour les grandes distances comme les traversées de l'Atlantique, 2 moyens, des cargos ou des voiliers. On peut le mettre là, mais s'il ne faut pas qu'il teste. Nous sommes en février 2006. Le numéro 2 de l'Octrice cherche l'endroit idéal pour poser une balise sur un monocoque soupçonné de convoyer de la cocaïne. Il s'apprête à quitter son port espagnol direction l'Amérique du Sud. Ça se fait dès qu'on a utilité dans l'enquête à connaître la trajectoire précise d'un bateau. Quelques mois plus tard, nous revenons à l'Octrice. L'enquête est sur le point de se terminer. Ça va bien le voilier. Il est où maintenant ? Il est dans une île au milieu des Caraïbes, au milieu de l'arc antillais. Il est vraiment là, prêt à partir. Donc il a un préavis maintenant de quelques heures. De départ, les plans sont faits, les skippers sont à bord, et il attend juste le principal, la cargaison pour reprendre la route de l'Europe. Voilà. Le voilier a bien chargé la marchandise. 10 jours plus tard, il approche de l'Espagne. François Thierry et son équipe partent en urgence vers Benidorm. C'est une affaire importante pour nous parce que c'est des beaux voyous et parce qu'il y a des gros moyens d'enquête mis en œuvre. 15 heures de route pour retrouver sur place l'équipe de la police judiciaire espagnole, avec laquelle il travaille depuis 7 mois sur cette affaire. Ils forment une équipe internationale sous l'autorité conjointe d'un juge français et d'un juge espagnol. Dès leur arrivée, ils font ensemble le point des dernières conversations téléphoniques entre le propriétaire du voilier et les membres de l'organisation à Alicante. La confirmation un petit peu de la chronologie de la suite des événements, quoi. On a déduit certaines choses de ce qu'on avait entendu de conversations précédentes et c'est en train de se confirmer doucement au gré des conversations qu'on écoute. Le voilier est maintenant à quelques milles des Canaries. Tout est prêt pour la saisie. C'est presque fait. Allô ? Oui. Bonjour. Nous sommes le 26 août 2006. La police espagnole saisit plus de 3 tonnes de cocaïne pure et arrête le propriétaire du voilier, un Français de 57 ans. Dans la foulée, 11 personnes sont interpellées. Un réseau de trafiquants présumés tombe.
Tous les biens du Français sont saisis. Il vivait à Alicante, très confortablement. L'officier espagnol, chargé de faire l'inventaire de sa fortune, n'en revient toujours pas. Nous sommes au dépôt de véhicules où sont entreposées les voitures du propriétaire du bateau et de ses complices. Il y a près de 28 véhicules saisis. Et comme vous le voyez, ce ne sont que des voitures haut de gamme. Comme le veut la loi espagnole, tout le patrimoine du Français sera revendu pour financer la lutte contre le narcotrafic. 28 voitures, 6 maisons, 7 restaurants et 4 bateaux. On peut estimer son patrimoine entre 15 et 20 millions d'euros. Pour les policiers de l'Octrice, cette victoire est un encouragement, une petite satisfaction dans la bataille sans fin contre le fléau de la cocaïne. On a vu plein de gens se détruire avec ça, on a vu plein d'histoires se défaire avec ça, on a vu plein de destins qui étaient annihilés par ça. Donc on est quand même convaincu que c'est pas bon, on est quand même convaincu qu'il faut faire quelque chose et on réagit contre ça comme un médecin qui voit passer la grippe tous les ans, comme je sais pas, les gens qui luttent contre la faim dans le monde. Donc on sait qu'on l'arrêtera pas, on sait qu'on le maîtrisera pas, mais on sait qu'on lui portera des coups, on sait qu'on fera des choses, on sait qu'on récupérera des gens, on sait qu'on récupérera de l'argent pour nos États, on sait qu'on empêchera certains pays de basculer complètement dans le narcotrafic. On sait qu'on aura une action, on le sait déjà, on le voit déjà. Juillet 2001. Les commandos marines français arraisonnent le Carolina, un bateau de pêche battant pavillon vénézuélien au large de la Guyane. Ils saisissent 1,8 tonne de cocaïne. La lutte contre les narcotrafiquants se poursuit bien au-delà de nos côtes, avec des moyens à la hauteur de la guerre. La Marine nationale et ses commandos marines sont le bras armé de l'Octrice sur les mers. La Marine travaille en collaboration étroite avec les services des douanes et de renseignement, en France et à l'étranger. À bord de la frégate Le Ventose, le commandant Matisse et son équipage embarquent plusieurs fois par an pour de longues semaines de campagne d'arraisonnement, à la recherche des narcotrafiquants. Nous sommes en juin 2006. Demain, tout le monde est concentré, toutes les énergies sont concentrées là-dessus, récupération des commandos, de leur matériel et de leurs armements. On va partager la situation tactique avec l'état-major et on va partager nos perceptions de critères de suspicion. Et en fonction des éléments partagés, on ira en mode corsaire, dans les modes d'action que l'on connaît, c'est-à-dire déploiement de l'hélicoptère, déploiement du commando, interception, arraisonnement. Ces 5 jours, on va les mettre à profit justement pour se driller, s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Les commandos marines s'entraînent aux techniques spécifiques de l'arraisonnement de bateaux. « 2004. Les commandos marines prennent d'assaut le Winner. Là, comme ils vont faire un tir d'arrêt, donc le tir d'arrêt, ça va être un tir tendu devant l'étrave. Le cargo bat pavillon cambodgien. Les tirs finissent par arrêter le bateau au large des côtes sénégalaises. L'assaut durera 4 heures
L'équipage parvient à jeter la drogue par-dessus bord pour échapper au contrôle. Sur les 2 tonnes de cocaïne transportées, seulement 85 kilos sont saisis. À bord du Ventose, toutes les techniques sont mises en œuvre pour surveiller la zone, recueillir les renseignements, repérer des bateaux suspects, photographier, analyser les comportements de l'équipage. L'immensité des périmètres à couvrir et l'ingéniosité des trafiquants rendent l'exercice particulièrement difficile. Il y a tout un tas de critères de suspicion qu'on analyse très rapidement. C'est la chasse, ouais, c'est la chasse. C'est vigilance, curiosité et intervention. Au large du Ghana, les commandos marines passent à l'assaut du Pitéa, un cargo battant pavillon togolais. Ils saisissent plus de 2 tonnes de cocaïne. Novembre 2006. Nous retrouvons le commandant Matisse à bord du Ventose. L'opération à laquelle nous allons assister est exceptionnelle. Elle commence à la Martinique. En gros, on devait apparier vendredi ou samedi matin. Bon, la situation, enfin le scénario s'accélère un peu. On part a priori, même si on n'est pas complètement à bloc dans nos cartouchières, c'est pas grave, on est quand même. Ça fait des semaines et des semaines qu'on s'entraîne. Moi j'ai vendu à l'état-major, on est paré et on y va. Le Ventose va lever l'ancre avec 2 jours d'avance. Il doit se rapprocher d'un cargo qui fait route vers l'Espagne. C'est lui que le commandant désigne comme le client. Ce client est un gros bâtiment de commerce qui fait 130 mètres de long et qui pèse 10 000 tonnes, donc c'est vraiment un gros client. Il est suspecté de faire du trafic de cocaïne depuis maintenant 3-4 ans. Son équipage, ou en tout cas son état-major, est suffisamment astucieux pour ne s'être jamais fait pincer. La source de mes renseignements est d'origine américaine. Il est suspecté depuis 3-4 ans et jamais il n'a pu être mis en défaut. Selon le commandant Matisse, un bateau de pêcheurs livrera la cocaïne au cargo. Au-dessus du Ventose, un avion de surveillance tente de le repérer. Tous les navires de la zone sont photographiés, suivis par l'équipage de l'avion. Le fournisseur est introuvable, mais le cargo a été repéré. « 24 heures sont passées depuis le départ. Pendant que le Ventose se rapproche de sa cible, les commandos marines s'entraînent. Dernière répétition avant l'abordage. Ce sont eux qui donneront l'assaut le moment venu. Pour l'instant, le Ventose reste hors de portée de radar du cargo. Les commandos vont s'en approcher. Avec leurs Zodiacs, ils sont indétectables. On va faire 2h30. Il y a 500 litres de Moi, je le récupérerai bien avant la tombée de la nuit. Attention au sillage. Donc c'est petite vitesse, c'est 15 nœuds, 12 nœuds, petite vitesse. Il faut se planquer entre les vagues, faire une station radar pour voir un peu ce qui se passe. S'il n'y a pas le ravitailleur qui est en train de le rattraper, voir un peu ce qui se passe. Ok ? Bonne chance. Ils vont devoir repérer le cargo, puis se placer dans son sillage et guetter une éventuelle livraison. Donc je donne ma position, on est en... Après 2 heures de mer, le cargo est bien en vue, mais pas de livraison pour l'instant. On a visuel sur un bateau dans notre 260. La nuit tombe, les commandos rentrent à bord du Ventose. Soudain, sur la radio interne de la frégate, airdrop annoncé.
Le Ventos pense avoir repéré une livraison aérienne. On laisse, elle arrive, on la récupérera plus tard. Un petit film de situation. L'airdrop, il a eu lieu à peu près il y a 40 minutes. On approche toujours en comportement pêcheur, c'est-à-dire feu éteint, route erratique, etc. Dès qu'on est prêt, run d'attaque. D'accord ? Poliment et précisément, vous investissez le bateau. Ok ? On s'attendait à avoir un client qui charge, et bien il charge en effet. Donc maintenant on va aller essayer de l'intercepter tout de suite pour éviter qu'il ne planque sa cargaison. Le capitaine devra patienter. Nous sommes dans les eaux internationales. Il faut attendre que le ministère des Affaires étrangères contacte Panama, port d'attache du cargo, et obtienne l'autorisation de passer à l'abordage. Tout feu éteint, le Ventos s'approche du cargo et vers 20h, le feu vert est donné. Ciudad de Oviedo, on est sur votre tribord. Appelez-nous sur le canal 16, vous m'entendez? Stoppez votre bateau, nous allons monter à bord. Oui, oui, mais vous pouvez parler un peu plus doucement? Arrêtez-vous, arrêtez-vous maintenant. Le commissaire de bord ordonne au cargo de stopper sa course. Et pour vérifier qu'aucun ballot n'est lancé à la mer, les commandos suivent son étrave, puis montent à bord. Si leurs calculs sont exacts, l'équipage a eu très peu de temps pour cacher la drogue. Dans l'escalier, une affichette annonce « Non aux narcotiques ». Les marins sont très dociles. Les commandos les isolent dans le réfectoire, à l'écart du capitaine du bateau. Le capitaine et le second. Bon voilà, on leur demande les papiers, on commence à... On va vérifier les papiers, les passeports, les certificats de navigabilité. Pas comme nationalité. Non, il y a équatorien, colombien. Équatorien, colombien? Il n'y a aucun panaméen. Le capitaine du cargo affirme qu'il fait route vers l'Espagne pour aller y réparer un moteur. Le second est équatorien. Pourquoi vous alliez réparer les moteurs en Espagne? Pourquoi? Pour mettre en cale sèche. Oui, mais pourquoi en Espagne? C'est pas possible au Panama? Non, non, c'était plein. Plein? Plein. Pendant l'interrogatoire, les commandos fouillent les cales et pour l'instant rien à signaler. Là, vous avez tout fouillé là? Ah là, oui, j'ai tout fouillé. Vous n'avez rien vu alors? Rien du tout, rien. Une première nuit passe, l'équipage est impassible. Le commandant Matisse a donné 3 jours à ses hommes pour trouver ce qu'ils cherchent. Ensuite, il faudra laisser le bateau repartir. Ce cargo est-il le bon? Les soldats commencent à douter. Et puis à l'aube, un message encourageant tombe. Sur le Ventos, les casiers judiciaires des marins arrivent, un à un. D'avoir transporté de 2,3 à 5 tonnes de cocaïne de Colombie en Floride. Inculpé pour détention de drogue en 1984. C'est une équipe constituée qui je pense, a très bien préparé leur coup. Je pense que ce bateau n'est fait que pour ça. Et maintenant, à nous de trouver la cache où il y aurait quelque chose. Le commandant décide d'envoyer des renforts sur le cargo. Une équipe de spécialistes va le passer à la loupe. Ce tube-là, la manche aérienne, peut servir de toboggan. Quand ça tombe là, ça tombe dans quoi? Ça tombe dans le fond de la cale. Voilà, ça tombe dans la cale ici. Il n'y a pas de table dans un environnement de 20 mètres autour de ces trucs-là? Non.
Je sais qu'on a affaire à des gens extrêmement malins, extrêmement sûrs d'eux, ils sont sûrs de leur impunité, donc n'hésitez pas à être super inventif, à fond, à fond. Retour sur le cargo, il reste 2 jours de fouilles. 4 mécaniciens formés par les douanes vont l'inspecter. Il y a 2 ou 3 endroits déjà sur l'arrière qui sont bizarres. Ils connaissent toutes les ruses pour cacher de la marchandise à bord. Allez, on est parti. 7, 8, 9, 10. Des plongeurs font le tour de la coque. Ah, une belle coque, mais il n'y avait rien. Rien du tout? Non. Les mécaniciens examinent pièce par pièce tous les recoins. Le cargo fait 130 mètres de long. C'est ça, profondeur. La fouille se poursuit dans les cuves, au milieu des résidus de mazout. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au premier niveau. Je vais descendre au premier niveau, là il y a les marches. Et avec le sifflet, je vais régulièrement mettre des coups de sifflet. Lorsque j'arrête de siffler, c'est que c'est grave. Et que je me sens pas très bien. J'y vais. Les marins français sont désormais certains que ce bateau est bien celui qui devait livrer la drogue en Espagne, mais rien ne prouve que la cocaïne est déjà à bord. Un truc assez bizarre quand même. Faux plafond, cale, cuve. Une nouvelle journée s'achève sans résultat. À l'aube du dernier jour, les mécaniciens sont épuisés. Il ne reste plus que 2 endroits à inspecter. Les cuves de gasoil, une à l'arrière et une à l'avant. La première est difficile à ouvrir, c'est normal. La seconde cède très facilement. Les boulons, en fait, on les enlève à la main quasiment. La soutane est pleine et c'est tout rouillé de partout. À côté, par contre, c'est indémontable. Cette cuve paraît moins profonde que sur les plans. Tu descends de juste à la limite. Et tu fais un circulaire. On a passé une radio commando, normalement c'est pour le commandant. Je fais le circulaire. Top. Ouais, Fabrice, pose-toi. Donc là, on le fond, ça part par là, au moins sur 6-7 mètres. Ça revient derrière, et il y a aussi un... Ouais, ça fait un L, ça va sur la balle, ça va. Avec quoi on va la vider? Avec quoi on va la vider? Il faudrait voir le mécano, le chef mécano. On la met où? On la met là-haut? La nuit est tombée. Plus que quelques heures pour vider les cuves de leur mélange nauséabond de mazout et d'eau salée. Les mécaniciens descendent dans les entrailles du bateau. Les pieds dans le liquide. Ils terminent le pompage à la main. En fait, là, je suis 12 mètres en dessous le pont. Et actuellement, on essaie d'enlever les 10 derniers centimètres de flotte qui est au fond de la cale. On met une trappe qui a été une trappe faite maison. La trappe faite maison apparaît, alors qu'elle ne figure pas sur les plans du bateau.
Des dizaines de ballots sont alignés au fond. Comment il s'appelle? C'est bon. Ouais, comment il s'appelle? C'est Victor de Fouille. On ne touche à rien pour l'instant. Vous l'aurez dit, non? Victor de Fouille. On est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, on est dans le ciel? C'est l'indicatif qu'on a pour désigner qu'on a touché le gros. Ouais, ça pue là, ouais. Ah, ça sent fort. Il a sans doute fallu plusieurs jours aux trafiquants pour les cacher là. Ça représente combien en argent à peu près ça? Je crois, j'en suis pas trop sûr, qu'un gramme c'est 50 €. Ouais. Donc si on part sur une base de 3 tonnes, là, ça fait quasiment 1,8 milliard d'euros. Ouais. C'est phénoménal. Ça veut dire qu'en dessous de nous là? Là en dessous de nous, là, dans la merde dans laquelle on n'est pas lavé depuis 3 jours. Et là en dessous, là, il y a 1,8 milliard d'euros. Waouh. Vous pouvez constater ce qu'il y a au fond, là? Il dit qu'il voit des sacs. Le capitaine du cargo nie toujours. Plastique. Il voit des sacs plastiques. Et pourquoi il y aurait des sacs plastiques? Et pourquoi il y a un sac en plastique au fond? Non, je sais pas. Les ballots sont hissés sur le pont. Un échantillon va être analysé sur place. Je débute l'ouverture du colis. Bon, alors il y a plein de petits pains à l'intérieur. Je continue. Ça va, Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je vais faire un prélèvement. Je brise la première capsule. Rompa, la première capsule. Ça réagit immédiatement en tournant au bleu. Ça y est, la réaction est positive. La réaction de la main ici est positive. On voit bien une couche bleue et une couche rose. Le test est positif. Il s'agit de chlorhydrate de cocaïne ou de cocaïne base. Écoute. Oui, de Victor, le test est positif. Bien reçu. Bravo. Félicitations, super. Voilà, on a retiré 4 tonnes du trafic. Ça sera déjà ça de moins de travail, entre guillemets, pour nos camarades policiers ou douaniers en métropole, qu'ils soient français ou européens, ou américains. Tout l'équipage est arrêté. Le capitaine risque 10 ans de détention. Le cargo et le Ventos font demi-tour. Retour vers Fort-de-France. En Martinique, l'octrice déterminera exactement le volume saisi. 4 tonnes 300 de cocaïne pure. C'est la plus grosse prise de l'histoire de France. Une cellule de trafiquants est tombée, mais tous les policiers anti-stup le disent. La demande est telle qu'une autre la remplacera vite.